Du coup, est-ce que vous voyez bien là le PowerPoint? Oui. Et en ligne, est-ce que oui? Je vois des hochements de tête. Ok, super. Hop, je reprends mes. Donc du coup, je sais pas, ça va être un peu compliqué de regarder tout le monde en même temps. Mais déjà, vous remercier aussi de cette invitation. Et puis, me présenter rapidement. Alors, pour l'instant, ça va peut-être vous paraître un peu flou parce que je vais vous parler de l'espèce d'entité auquel j'appartiens, que je vais décrire plus tard. Mais en tout cas, voilà, vous dire, donc, je suis Laure Viard. Je suis membre du comité local Territoire à vivre de Montpellier. Je suis animatrice du comité citoyen de la Caisse et je suis coordinatrice d'un des lieux de distribution conventionnés par la Caisse. Donc, j'ai différents rôles au sein de ce projet. Je ne fais pas partie du comité de recherche. Donc, je vais quand même vous présenter un petit peu les hypothèses de recherche, comment elles se met en place, etc. Mais je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin que ça. Et d'autre part, il faut bien avoir en tête qu'on est sur un projet en cours, une expérimentation en cours. Donc, je ne vais pas du tout avoir de résultats concrets à vous présenter là aujourd'hui. Alors, peut-être, on va commencer par... Est-ce que ça... Oui. Peut-être par la naissance du projet. De quoi on parle quand on parle de territoire à vivre Montpellier? Donc, c'est en fait un projet qui est issu d'une mobilisation interassociative. Bonjour. D'une mobilisation interassociative au niveau national. Donc, c'est parti d'un constat. Fin 2019, on a 9,3 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté monétaire, d'après les chiffres de l'INSEE. Je ne sais pas si ça vous parle l'INSEE, mais voilà, c'est un institut d'études statistiques français. Et donc, voilà, en termes de précarité alimentaire, on a un nombre de personnes ayant recours à l'aide alimentaire qui a presque triplé en 10 ans. Et bon, vous n'êtes pas sans savoir, parce que j'imagine que c'est la même chose ici, que la crise du Covid-19 n'a rien arrangé à tout ça et que ça a fait exploser les statistiques avec plus de 45% de hausse de demande de l'aide alimentaire en 2020. Et dans le même temps, parallèlement à ça, cette crise, elle a rappelé l'importance stratégique de notre agriculture qui aujourd'hui fait face aux défis de la transition agroécologique et du renouvellement des actifs agricoles. Donc le projet, il est vraiment parti de ce constat-là et il émane du coup d'un collectif qui s'appelle Accès digne à une alimentation, qui est donc, comme je disais tout à l'heure, une mobilisation interassociative qui a appelé dès mi-2020 à une politique nationale de lutte contre la précarité alimentaire et le soutien de projets d'accès à une alimentation durable et de qualité. Donc ça, c'est voilà, le projet au niveau national qui repose sur des enjeux fondamentaux qui sont la démocratie alimentaire, la mutualisation et des nouveaux modèles économiques, la connexion avec les enjeux agricoles et des coopérations territoriales avec voilà, une création d'un collectif d'expérimentation. Donc ça va être... bon, ça, c'est une petite photo pour vous illustrer justement cette fameuse création du collectif de coopération. Donc là, en fait, les personnes que vous voyez, c'est des personnes issues à la fois du milieu associatif, du milieu institutionnel, de la recherche. Voilà. Je vais vous montrer plus en détail. À Montpellier, donc, j'espère, voilà, peut-être je vais redire. Là, je suis partie de l'échelle nationale. Là, je redescends vraiment à l'échelle montpelliéraine. Ce projet national, il est existé en 4 villes de France, territoire à vivre, mais chaque ville a vraiment différents projets, a mis en place différentes choses. Donc là, j'arrive sur Montpellier et je vais plus parler du national. Donc à Montpellier, c'est 25 organisations qui se sont rassemblées. Et donc, on a à la fois des lieux de mobilisation citoyenne, et de distribution alimentaire. Donc, par exemple, mon association, Vrac Ecocinas, qui fait partie là de ces lieux-là. On a aussi un supermarché coopératif, des épiceries de quartier, des marchés. Ensuite, on a d'autres types d'associations qui sont des associations qui vont travailler avec du public, mais pas forcément sur des questions alimentaires. Donc, par exemple, des associations d'éducation populaire,
Peut-être s'il y a des termes, parce que du coup, je ne sais pas si on utilise exactement les mêmes termes, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me couper. Mais voilà, donc des associations d'éducation populaire, le CCAS, c'est des organismes qui accompagnent les personnes en situation de précarité, donc c'est avec des travailleurs sociaux voilà, différentes, qui n'ont pas donc forcément un lien avec l'alimentation. Je pense que c'est important à avoir en tête. Ensuite, on a des structures relais sur la production et système alimentaire. Donc là, ça va vraiment être des structures qui sont en lien avec des producteurs, des paysans. La monnaie locale, des acteurs, donc Montpellier-Rennes, hein, la graine, des acteurs de la recherche, donc par exemple la chaire UNESCO Alimentation du Monde dont fait partie Nicolas Bricaz. Alors il y a aussi Écrivera quelque chose, parce que donc, mon association elle a aussi un pôle recherche, le CIRAD Supagro, et puis les collectivités territoriales qui sont donc la ville de Montpellier et la métropole. Donc les questions de recherche, enfin la question de recherche de ce projet initialement, c'est comment développer une approche systémique des enjeux d'accès à l'alimentation dans une perspective de sécurité alimentaire durable. Et les hypothèses qu'on pose, c'est que la démocratie alimentaire est la condition d'une transition agroalimentaire juste, porteuse de changements en termes d'accès à l'alimentation, de pratiques alimentaires, d'environnement alimentaire et de système alimentaire vers plus de durabilité. Deuxième hypothèse, c'est que la démocratie alimentaire est nourrie par l'exercice d'une citoyenneté alimentaire articulée aux politiques publiques. Donc, j'y reviendrai après, mais voilà pourquoi on a créé aussi un comité citoyen. Et qu'une caisse alimentaire commune est un dispositif territorial multi-acteurs gouverné par un comité citoyen de l'alimentation. C'est en lui-même un espace de démocratie alimentaire, vecteur de transformation sociale, publique et économique. Voilà, sacrées hypothèses. Donc, il y a plusieurs volets dans le projet de territoire à vivre Montpellier. Il y a le volet de la caisse alimentaire commune, c'est ça dont je vais vous parler. Donc ça, c'est vraiment la question d'un budget collectif issu de fonds publics, de fonds privés et de contributions citoyennes. Il y a la création du comité citoyen dont je vais vous parler aussi aujourd'hui. La monnaie alimentaire, je vais également vous en parler parce que en fait, ces trois choses-là sont vraiment liées. Je vais aussi vous parler du circuit de distribution conventionné. Par contre, je vais moins vous parler d'une partie du projet qui porte sur la mise en place d'une plateforme d'achat en commun. Là, l'idée, voilà, c'est de mutualiser entre les différents partenaires, les outils logistiques, etc. Ça, on avance dessus, mais très lentement parce qu'on a été beaucoup pris par le reste. Et donc, voilà. Et puis, je pense que c'est pas forcément là ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais je savais que ça fait partie aussi du projet quand même. Donc, comme du coup vous l'avez certainement compris, notre projet il repose vraiment sur un travail avec les citoyens et les citoyennes. Et c'était vraiment important pour nous que ce projet soit coporté et co-construit avec les habitants des quartiers. Donc, on a mis en place déjà toute une période. Peut-être ce que je vous ai pas dit, c'est que le projet il a commencé en septembre 2021. En tout cas, on s'est réunis, les acteurs, là, les 26 acteurs que je vous ai présentés, se sont réunis en septembre 2021, à partir de septembre 2021. Et donc, voilà, à partir de février jusqu'à septembre, ben, il manque un 2, 2022, et pas 202, on a mobilisé les citoyens, les citoyennes. Donc, on verra après, en fait, par plusieurs, on a plusieurs canaux de mobilisation. Et donc, on a fait, par exemple, des balades alimentaires. Donc ça, en fait, on se promène dans les quartiers et on essaye de repérer le paysage alimentaire du quartier et de l'analyser avec, du coup, les habitants, évidemment. On a fait des temps de cuisine collective et on a fait des ateliers participatifs sur ce serait quoi un comité citoyen de l'alimentation, il aurait quel visage, quel rôle auraient ces citoyens à l'intérieur de ce comité, quelle mission, etc. Ensuite, on a eu une assemblée citoyenne de l'alimentation, ça c'était donc en juin 2022. Et là, on a travaillé sur comment on peut parler alimentation à une population riche, à une population pauvre, comment on passe du je au nous, c'est-à-dire comment on va vers notre désir collectif pour une alimentation durable.
Et donc, tous ces différents temps de mobilisation, ils ont amené du coup à la création du comité citoyen. Donc là, vous avez le calendrier de l'expérimentation. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais un peu au début 2022. On avait cette mobilisation. Et à partir de octobre 2022, on a mis en place vraiment les séances du comité citoyen, les séances de rencontre, à raison de 2 fois par mois jusqu'à février 2023. Ensuite, les réunions du comité citoyen se sont espacées à 1 fois par mois. Et je reviendrai plus en détail après, mais du coup, là, il y a eu l'entrée de nouveaux expérimentateurs, expérimentatrices dans le projet. Mais je vais y revenir plus clairement. Voilà. Si vous avez pas, n'hésitez pas, vraiment, si vous avez des questions, à m'interrompre plutôt que de ne pas comprendre. Donc, le comité citoyen, qu'est-ce que c'est? Le comité citoyen, c'est 47 membres donc, qui se réunissent. Donc, ces membres, ils ont été mobilisés via tous les processus que je vous ai présentés juste avant. Et ils ont 2 missions principales. Réfléchir au mode de financement de la caisse et à la question du conventionnement. Qui est-ce qu'on conventionne? Quel lieu on conventionne? Pourquoi on va aller dépenser notre monnaie dans tel lieu et pas dans tel autre, etc. Qu'est-ce que c'est une alimentation de qualité? Quels sont les critères? Comment on arbitre entre les différents critères, prix, qualité, voilà, éthique, etc., durabilité. Voilà. Donc, comment ça se passe? On a donc je vous disais tout à l'heure que moi j'étais membre du comité des animateurs animatrices du comité citoyen. Donc voilà, on est un groupe d'animateurs et d'animatrices qui animent les séances du comité qui portent sur différentes thématiques. Donc on a eu la démocratie participative, les inégalités et la précarité alimentaire, les systèmes alimentaires, le conventionnement et les taux de cotisation. Là, faut bien avoir en tête, ce qui est important, c'est que le comité citoyen, c'est un espace d'éducation populaire, de partage d'expériences et de prise de décision. Ce comité citoyen, il est composé à 50% de personnes en situation de précarité, à 80% de femmes. Et après, on a aussi des personnes de classe moyenne et on a également des personnes aisées, vraiment plus aisées, qui font partie de ce comité citoyen. Et on a remarqué vraiment une forte régularité, c'est-à-dire que les gens sont restés très présents à chaque réunion et ils revenaient, malgré du coup le fait que ce soit quand même toutes les 2 semaines le samedi matin, ce qui pouvait être un peu je vous ai pas parlé aussi de la tranche d'âge, j'y pense en parlant du samedi matin, mais du coup on a vraiment aussi des gens, enfin les tranches d'âge sont très larges sur ce comité citoyen, avec je crois la personne la plus jeune, elle doit avoir une 20aine d'années, et la plus âgée 70, 75 ans. J'ai des documents avec les chiffres exacts si ça vous intéresse. Voilà, donc on a travaillé toutes ces thématiques. L'idée, c'était vraiment de les travailler sous un format. En fait, c'était d'apporter de la théorie, mais en utilisant le jeu, le débat, voilà, tout un tas. Est-ce que vous aviez une durée déterminée pour la séance ou c'était on fait ce qu'on a à faire puis après ça aussi? Ah non, on avait une durée déterminée et c'était du 9h, 13h avec un déjeuner après à chaque fois, un moment convivial et un déjeuner après. Normalement, c'était plutôt 9h midi initialement, mais ça a toujours été 9h, 13h, voire 9h, 13h30. Mais oui, on avait un temps déterminé et du coup, avec voilà, un espèce d'apport théorique, mais évidemment pas amené sous un format magistral. Et puis ensuite, des prises de décision et des discussions. Du coup, fort de tous ces apprentissages et de ces prises de décision, en janvier 2023, le 28 janvier exactement, il y a eu donc le lancement officiel de la caisse alimentaire commune et de l'utilisation de la MONA, qui est donc la monnaie
Donc voilà, là vous avez quelques images. Il y a eu 1000 personnes à cet événement, donc c'était pas rien. Ça a été vraiment un temps fort. Et pareil, ce que je pourrais vous joindre si ça vous intéresse, il y a eu énormément d'articles de presse. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai aussi plein d'articles de médias qui parlent du lancement de ce projet à Montpellier. J'en suis où? Voilà, donc à partir de, alors je vais juste revenir là, à partir de cet événement du 28 janvier, les membres du comité citoyen ont pu utiliser la Mona dans les différents lieux de distribution, mais à ce moment-là, c'était uniquement vraiment les personnes membres du comité citoyen, donc les 48 personnes. Et je vais y venir après, mais du coup, on l'a ouvert à d'autres après au mois de mai. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, une des missions du comité citoyen, c'est de réfléchir au fonctionnement de cette caisse alimentaire commune. Donc, ils ont réfléchi à la fois au guide de détermination du montant de cotisation, au lieu de distribution conventionnée et au processus de prise de décision au sein de cette instance. Ça, je vais passer parce qu'on y reviendra après. Donc, ça, ce qui a été décidé, c'est que les citoyens n'allaient pas avoir un montant de cotisation imposé. Parce que peut-être que ce que je n'ai pas dit, je vais le dire maintenant, c'est que ce qui a été décidé, c'est que chaque membre, donc initialement membre du comité citoyen, ou en tout cas chaque expérimentateur, expérimentatrice, reçoit 100 Mona, qui est l'équivalent de 100 € par mois. Il faut cotiser pour recevoir ces 100 Mona. Et donc, il y a un montant de cotisation qui varie en fonction de son revenu, de ses ressources. Ce qu'on a constaté en France, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en tout cas, en France, les méthodes de calcul ce qu'on appelle en France le reste à vivre, ou en tout cas le revenu, n'est pas une méthode fiable. Donc, il y a plein de gens qui vont passer entre les mailles du filet, qui sont en situation de précarité, mais parce que le relevé d'imposition dit autre chose, ou voilà. Enfin, en tout cas, il y a plein de gens qui, du coup, ne reçoivent pas les aides dont ils auraient besoin. Donc, fort de ce constat, on a souhaité mettre en place, réfléchir à des grilles de calcul du revenu qui puissent être le plus proche de ce qui reste vraiment dans le porte-monnaie des gens à la fin du mois. Et donc, on est parti sur trois grilles différentes qui sont le revenu mensuel net. Donc, ça, c'est vraiment composé du revenu du travail. Le budget disponible. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le reste à vivre chez nous en France. Donc ça va être le budget une fois qu'on a enlevé toutes les charges fixes, le loyer, l'assurance, enfin toutes les charges fixes. Et ensuite, dernière grille, le budget alimentaire. Donc qu'est-ce que je dépense chaque mois pour mon alimentation? Donc, et après, voilà, avec des aides de comment prendre en compte la composition du foyer. Donc, voilà, vous pouvez les enfants qui comptent 0,5. Ça, c'est ce qu'on donne aux expérimentateurs, expérimentatrices quand ils s'inscrivent dans le projet. Donc, ils ont ces outils-là. Je vais vous montrer voilà, ils ont ces grilles-là. Et donc, ils peuvent, par exemple, bah voilà, moi, je touche 1700 € net par mois. Je dois cotiser 100 €. Oui, c'est ça, 100 € pour recevoir 100 Mona. Du coup, là, il y a un intérêt limité, mais peut-être que mon budget disponible, une fois que j'ai payé toutes mes charges fixes, en fait, il redescend à, je sais pas, mettons 600 €. Donc là, finalement, je dois cotiser plus que 80 €. Voilà, c'est pour avoir des grilles qui donnent différents montants et pouvoir se positionner en fonction de ces grilles-là et de ce qui nous semble juste. C'est complètement anonyme. Enfin, c'est-à-dire que nous, on donne cet outil-là aux personnes et les personnes, elles vont faire leurs calculs dans leur coin et elles vont venir en nous disant, ben, moi, du coup, je vais cotiser 70 € pour recevoir 100 Mona. Il n'y a aucune vérification, et les gens n'ont pas à se justifier ni à montrer aucun papier ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment basé sur la confiance. L'idée, c'est de se dire que c'est un projet collectif et que donc
chacun va peut-être aussi vous dire que le montant de cotisation qu'on choisit, il est valable pour 3 mois. Si au bout de 3 mois, on a envie de le réévaluer parce qu'on se rend compte qu'on a donné trop ou pas assez, qu'en fait, on avait peut-être un peu plus de marge, c'est OK aussi. Évidemment, il y a une certaine souplesse, c'est-à-dire que si quelqu'un vient nous dire, en fait, le montant de cotisation me met vraiment en difficulté, ou en fait, ce mois-là, je suis vraiment en galère, je peux pas cotiser, et ben, voilà, on n'est pas sur une grosse machine, c'est des humains qui discutent entre eux, on va pouvoir faire des efforts. Mais sur le principe, c'est 3 mois. Il y avait autre chose qui m'échappe là. Tac, tac. Oui, et donc, évidemment, il y a ceux qui cotisent en dessous de 100 euros et il y a ceux qui vont cotiser au-dessus de 100 euros, ce qui va mettre un peu d'argent dans la caisse. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on n'a pas, la caisse ne s'auto-régule pas. Tac, tac. Ça, c'est pour vous montrer en fait comment ça se passe. C'est la plateforme sur laquelle les personnes vont. Alors, évidemment, il y a une plateforme en ligne, mais il y a aussi des bureaux d'accueil qui ont été mis en place pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Donc, les gens, on voit leur solde. Par exemple, là, cette personne, elle a 100 Mona. Elle peut donc payer sa cotisation pour, si on est le début du mois, pour le mois suivant. Le solde reste là. C'est-à-dire que si on n'a pas dépensé au mois de mai ces 100 Mona, on l'a quand même au mois de juin. Ça disparaît pas dans la nature. Donc, depuis mai, il y a du coup des nouveaux expérimentateurs, expérimentatrices qui utilisent cette monnaie. Donc, on a aujourd'hui les 47 membres du comité citoyen. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, avec 50% de personnes vivant en situation de précarité. Et ensuite, il y a eu le choix d'un groupe de 400 personnes supplémentaires. Ça, c'est une projection par rapport au budget disponible qu'on a. Ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que la caisse, elle a une base de financement qui arrive de la ville et de la métropole. Donc, on a aussi eu de l'argent qui est arrivé de la ville et de la métropole pour abonder cette caisse. Donc, les 400 personnes, c'était en calculant à peu près le montant entre les subventions qu'on a eues de la ville et la métropole. Est-ce que à peu près chacun allait mettre voilà. Donc, sur ces 400 personnes, il y a eu des personnes qui ont été mobilisées par des partenaires qui sont du coup des partenaires du secteur de la solidarité. Donc, par exemple, des travailleurs sociaux de centres d'hébergement de réinsertion sociale. Donc là, on est vraiment sur des publics de personnes vivant à la rue. Du milieu hospitalier, des personnes qui travaillent dans des cliniques pour les personnes en situation de handicap, différentes associations. Donc, on a 48 participants qui ont été orientés via ce biais-là. Donc, ils sont vraiment des gens en grande difficulté, en grande précarité. Et le reste, ils ont été recrutés par tirage au sort. Attention, c'est un tirage au sort qui est sur un échantillon représentatif de la population de la métropole de Montpellier en termes d'âge et de revenus. Donc voilà, il y avait un questionnaire anonyme et puis on était sélectionné ou pas. Enfin, du coup, ensuite, on était placé dans des quartiers et ensuite, on était sélectionné pour qu'il y ait autant de personnes qui sont dans tel quartier, dans tel autre, pour avoir un échantillon représentatif. C'est clairement expliqué, ça? Oui, ça va? Ok. Voilà, ça. Il y a eu un appel à volontaires pour ce tirage au sort. Et donc, il y a eu 650 personnes qui se sont présentées, 308 personnes tirées au sort. Aujourd'hui, on n'a pas atteint l'objectif de 403 expérimentateurs, expérimentatrices. Et donc, on est sur un échantillon représentatif de 305 participants. En septembre, il y aura éventuellement Moi, je pense que je suis partie en congé avant que la décision soit prise, mais je pense qu'en septembre, il y aura de nouveau un nouvel appel à volontaires pour compléter. Parallèlement à tout ça, donc tout cet appel à volontaires, etc., ce tirage au sort, le comité citoyen, il a continué à se réunir une fois par mois, comme je le disais, c'est pas du tout fini. Et donc, ont été travaillées différentes thématiques de nouveau sur la santé, le lien entre la caisse alimentaire et le monde paysan. Et il y a donc un gros travail qui est fait sur le conventionnement. Donc,
pour l'instant, alors du coup, je vais peut-être revenir à ma slide de tout à l'heure. Initialement, voilà. Initialement, il y avait 5 lieux de distribution conventionnés, donc dans lesquels on pouvait aller dépenser sa mona. Donc c'était Vrac et Cocina. Donc nous, on met en place des groupements d'achat. On accompagne les habitants des quartiers populaires à se former en groupement d'achat citoyen pour avoir accès à des produits bio et locaux à prix coûtant. Donc voilà, les gens pouvaient venir là. Il y a un supermarché coopératif, la Cagette. Il y a des marchés paysans. Alors la 5e saison, c'est aussi des groupements d'achat, mais là de produits frais. Et l'Esperluette, c'est une épicerie solidaire de quartier. Donc ça, c'était les premiers lieux de distribution conventionnés, avec voilà, donc des points de convergence, une gouvernance collégiale et transparente, une mixité sociale, la question de l'inclusion, des prix uniques pour toutes et tous, un soutien aux producteurs, un lien direct aussi aux producteurs et des choix d'approvisionnement bio, locaux. Voilà. Et avec donc quand même les membres du comité citoyen avaient repéré des points de vigilance, c'est-à-dire une durabilité économique fragile, parce que j'imagine que le secteur associatif, c'est toujours compliqué. Et puis, problématique des fois de lieu pour faire les épiceries, etc. Et le fait que ça repose beaucoup sur du bénévolat. Donc, à partir de ça, le comité citoyen a réfléchi à des critères de conventionnement pour aller conventionner d'autres lieux, pour qu'il y ait aussi un rayonnement sur la métropole de Montpellier plus important en termes de géographie. Hein. Donc, ils ont défini des critères. Donc, la praticité et l'accessibilité, la qualité environnementale et la santé, la relation avec les producteurs, le modèle économique, la gouvernance et l'éthique, et les relations entre la structure et le comité citoyen. Donc là, par exemple, ce que vous voyez à droite, c'est quand ils sont allés voir la Biocop. Je ne sais pas si ça vous parle, la Biocop, ça n'existe pas ici. Bon, c'est un magasin bio très cher et très, très connu. Et je précise que c'est très cher parce que ça a son importance. Parce que du coup, il y a un certain nombre de personnes qui y vont maintenant qui n'ont évidemment jamais pu aller dans une Biocop. Et du coup, qui sont hyper... pour eux, symboliquement, c'est très fort de pouvoir aller faire ses courses à la Biocop. Et donc, voilà, quand ils sont allés visiter la Biocop, ils ont évalué comme ça, en fonction de ces critères, le lieu. Ils ont un peu noté le lieu. Et ensuite, ils reviennent, c'est un petit groupe de personnes qui fait ça, puis ils reviennent en grand groupe comité citoyen et ils disent, voilà, on a visité tel lieu, voilà les plus, les moins, etc. Et on décide ensemble si on le conventionne ou pas. Et avant ça, donc effectivement, il y a une cartographie des lieux potentiels, il y a un repérage des déserts alimentaires aussi, où est-ce qu'on n'a pas d'accès. Et puis après, donc, je vous en ai parlé, les critères, etc. Concernant la dimension économique, et donc là, je vais quand même évoquer un tout petit peu la SSA, la sécurité sociale de l'alimentation. Donc nous, on est dans un modèle intermédiaire, là, on va l'appeler caisse territoriale, c'est-à-dire qu'on a à la fois une cotisation des citoyens, à la fois des cotisations publiques, donc comme je vous disais, la ville et la métropole, et on aimerait aussi avoir des cotisations des entreprises. Par exemple, la Biocop, c'est un magasin à but lucratif. Et donc, voilà, se dire aussi, est-ce qu'ils ne pourraient pas participer financièrement parce que eux, derrière, ils gagnent aussi des nouveaux clients ou clientes. Donc, voilà, on est en train de réfléchir à ça. Et donc, on s'appuie sur, en fait, c'est l'idée du bien commun. C'est-à-dire que tous les acteurs contribuent. On ne perd pas de vue le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Évidemment, peut-être ce que j'aurais quand même dû dire aussi au début, c'est que non seulement on ne le perd pas de vue, mais en plus, on s'en inspire largement. C'est-à-dire que notre projet, il est évidemment inspiré du projet de sécurité sociale de l'alimentation. Après, là où on peut pas dire qu'on fait aujourd'hui, on peut pas dire qu'on met en place vraiment une sécurité sociale de l'alimentation parce que c'est pas tout à fait le même type de projet et parce que surtout on n'a pas du tout voulu imposer au comité citoyen d'aller vers ça. C'est-à-dire que l'idée c'est que c'était leur choix et qu'ils allaient aller vers ce qu'ils voulaient faire. Et qu'en plus, donc au niveau économique, en fait, la sécurité sociale de l'alimentation, l'idée c'est que les cotisations elles soient liées au travail, donc elles soient
elle soit prise sur le salaire brut, déjà en fait comme la sécurité sociale en France, c'est de la santé. Donc c'est pris vraiment sur la masse salariale, sur la valeur ajoutée des entreprises. On va quand même partir du coup des données de l'expérimentation et on va essayer de faire une modélisation fictive de ce que ça donnerait à l'échelle de la population de la métropole de Montpellier. Et puis on s'intéresse aussi à qu'est-ce que ça génère comme économie. Donc on imagine par exemple que la caisse elle puisse soutenir le développement de nouveaux lieux de vente d'alimentation durable, ayant du coup une lucrativité limitée, offrant de bonnes conditions de travail, etc. Peut-être on peut regarder l'heure. Ouais, il est 43, j'étais en train de regarder combien il t'en restait. Je pense qu'on est pas mal. Ça va? Ouais, ça va aller. Faut juste pas que je me perde dans Oui, vous allez avoir accès à la présentation pour la question qui était posée dans le chat. Ah oui. Oui, certainement. Puis d'enregistrement et des notes et plus encore. Alors, du coup, peut-être rapidement, je vais quand même revenir sur le processus de recherche autour de cette expérimentation. Donc, c'est un processus de recherche qui se trouve entre une évaluation et une recherche-action. Donc, il y a l'élaboration d'une idée, comme je l'ai expliqué au tout début, par un collectif d'acteurs et de chercheurs. Il y a la mise en place d'un conseil scientifique et l'élaboration d'un cadre de recherche. Donc là, voilà, là, ça c'est les différentes entités. Donc il y a le comité citoyen de l'alimentation dont je vous ai parlé, 47 habitants, 80% de femmes, 50% de personnes en situation de précarité. On a le collectif de coopération dont je vous ai aussi parlé, c'est les 26 organisations qui se sont réunies au tout début du projet pour le penser, le construire, etc. On a le groupe d'animation du comité citoyen, donc ça c'est 16 membres. Ces membres-là, c'est des membres du collectif de coopération. Et c'est aussi depuis, ah oui, ça c'est important, c'est aussi des membres du comité citoyen. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a proposé à certains membres du comité citoyen de rejoindre le comité d'animation, donc d'animer avec nous les séances. Et puis on a donc le comité institutionnel, la ville de Montpellier, la métropole de Montpellier, la région Occitanie, le département de l'Hérault, voilà. Et puis le conseil scientifique. Il faut bien avoir en tête, ça c'est très important, que à la limite, j'allais dire que personne il n'y a pas de hiérarchie dans ces différentes instances. À la limite, j'ai presque envie de dire que celui qui a le plus de pouvoir, c'est le comité citoyen, parce que c'est quand même ça le but du projet. Néanmoins, en fait, c'est tout le temps des conversations croisées et des prises de décision croisées entre ces différentes instances. Peut-être je peux vous donner un exemple concret pour que ça vous parle un peu. Au moment où on a fait rentrer les nouveaux expérimentateurs, expérimentatrices dans le projet, on s'est posé, j'allais dire 1 milliard de questions, c'était presque ça, autour de est-ce qu'on fait un tirage au sort, cette histoire d'échantillons représentatifs, etc. Et évidemment, on n'a pas tous les mêmes on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes réalités presque. Et donc, il y avait des gros débats entre, par exemple, les chercheurs qui nous disaient nous, il nous faut absolument un échantillon représentatif de la population pour qu'on puisse justifier notre recherche et que ça ait du sens, quoi, en gros. Et moi, coordinatrice d'un des lieux de distribution, je disais, mais en fait, le tirage au sort, ça va être très violent parce que moi, je vais devoir dire à Madame Michu, oui, vous avez eu le droit, c'est bien, vous avez été tiré au sort. Et Monsieur F qui arrive derrière, je vais lui dire, non, désolé, vous pouvez pas manger ce mois-ci parce qu'en fait, vous n'avez pas été tiré au sort. Je fais exprès de grossir un peu le trait, mais globalement, c'est quand même ma réalité aussi. Et je dis, mais on était plusieurs assos à défendre ça aussi, à dire, ça nous pose question, cette histoire de tirage au sort. Le comité citoyen aussi, ils avaient leurs propres demandes et revendications, on va dire, un peu. Et donc, personne n'avait plus de poids que les autres pour décider. Donc, on a refait des réunions et des réunions pour finir par trouver un espèce de consensus qui convienne à tout le monde. Donc, par exemple,
chaque association, chaque lieu de distribution a eu le droit d'orienter 15 personnes en situation de précarité qui ne passaient pas par le tirage au sort. Voilà, nous, on a eu quand même cette possibilité que les personnes les plus en difficulté, elles puissent être de facto faire partie du projet. Donc ça, j'y tiens parce que je trouve que c'est assez exceptionnel un projet comme ça où tout le monde a vraiment la même place, quel que soit son niveau que ce soit, même le comité institutionnel. J'imagine que ça se passe un peu ici aussi. Hein, les élus, en général, ils veulent quand même avoir un peu de pouvoir, essayer de reprendre un peu la main. Et voilà, on arrive quand même vraiment à faire en sorte qu'ils laissent complètement le comité citoyen décider. Tac. Du coup, j'en étais où? J'ai bientôt fini, je vous rassure. Alors, ouais, voilà. Donc, la recherche-action, elle a deux volets. Elle a à la fois ce volet de co-construction du dispositif avec un volet démocratique, un volet économique, un volet opérationnel et un volet gouvernance. Peut-être, je ne sais pas si vous voulez que peut-être je vais pas tout redéfinir là. Vous pouvez lire un peu. Mais en tout cas, voilà, c'est important de bien comprendre qu'il y a vraiment ces différents volets qui sont travaillés. Et il y a une deuxième dimension à cette recherche-action, c'est l'observation et l'analyse des effets potentiels. Donc là, on va avoir 3 niveaux d'effets. On va avoir donc d'abord ce qui concerne l'effet sur l'accès à l'alimentation de qualité, sur la citoyenneté alimentaire, comment on se politise, et sur les changements de pratiques. Maintenant, je mange de la viande une fois par semaine, mais voilà, de la bonne viande qui a été... de la bonne viande, quoi. J'ai voulu m'embarquer dans une explication, mais je vais m'arrêter là. Ensuite, il y a un deuxième niveau, du coup, qui est à travers le conventionnement et le travail avec les points de vente, est-ce que ça modifie l'offre alimentaire dans les quartiers? Et est-ce que ça modifie même le système alimentaire territorial, le paysage alimentaire? Et enfin, le troisième niveau, c'est on regarde les processus de transformation sociale, la transformation des politiques publiques, la transformation économique et le lien avec le projet de la sécurité sociale d'alimentation. Donc, comment on gère démocratiquement une caisse. Voilà. Et dernière slide, très rapidement, pour vous montrer un peu la méthode de recherche. Donc, on va utiliser des questionnaires, des entretiens individuels. Les entretiens individuels, ils vont être, il y en a déjà qui ont été faits et ils vont être refaits avec les mêmes personnes à différents moments de l'expérimentation. Les entretiens collectifs, toutes les séances du comité citoyen. Voilà, il y a la documentation du processus et puis les ateliers. Les ateliers de recherche, croisement des savoirs, ça on l'a pas encore mis en place. Donc c'est des ateliers impliquant les parties prenantes et on va faire des croisements d'expériences, des analyses collectives des résultats. Ça va être fait collectivement encore une fois et pas uniquement par les chercheurs, ce dernier point-là. Je crois que j'ai fini, oui, c'est bon. Voilà, merci pour votre écoute. Fantastique, merci. C'était clair? C'était très clair et super bien structuré. Là, comment on va faire? Premièrement, c'est sûr qu'on veut revenir avec, il y a sûrement des gens qui ont des questions particulières pour ton projet. Fait qu'on va ouvrir pour des questions. Je vous demanderais de faire l'exercice de rester très concentré par rapport à des éléments qui ont été présentés, des éléments de clarification. Parce que j'aimerais ça qu'on passe rapidement après à Florian, qui va nous parler un peu de participation citoyenne, qui va pousser un peu la thématique de la participation citoyenne en lien avec ce qui vient de nous être présenté, puis l'analyse qu'il a pu faire pendant les derniers mois. Puis ensuite, on partirait sur un échange un peu
un peu plus large par rapport à l'expérience montréalaise, puis certains éléments qui ont été présentés aujourd'hui qui pourraient prendre racine à Montréal, des choses qui ont déjà une réflexion un peu plus analytique par rapport à comparative finalement par rapport à Montréal, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis à quoi ça vous fait penser. Donc, s'il y a des questions plus d'éclaircissement sur certains éléments qui ont été présentés, ça serait le moment maintenant de le faire. Oui, on a une main levée, puis à l'ordinateur, n'hésitez pas à lever la main virtuelle. Je vous regarderai aussi, bien sûr. Donc, on a Dani qui a une question. Merci beaucoup. Je pense que c'est super inspirant, toute une super grande démarche. Puis c'est ça, mais j'ai juste de la difficulté à comprendre un peu l'intérêt pour la personne qui va payer 100 € pour avoir le 100 Mona. En fait, parce que dans le fond, y a-t-il une plus-value dans ce qu'elle achète ou non? En fait, personne, enfin, je crois, à ma connaissance, que personne ne va donner 100 € pour avoir 100 Mona. En fait, soit on est en dessous des 100 €, soit on est au-dessus. Après, en fait, c'est rigolo parce que du coup, depuis peu, nous, on a eu le droit aussi de rentrer dans cette expérimentation. Et donc, moi, je devais donner 100 € pour avoir 100 Mona. Et je me suis retrouvée vraiment en difficulté en me disant, bah, du coup, qu'est-ce que je fais? Puisque c'est un peu ridicule. Donc, après, c'est un choix individuel de dire, bah, en fait, j'ai envie de quand même appuyer le projet. Donc, je vais donner 110 ou enfin, je ne sais pas. Mais effectivement, être pile poil, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Parce que, en fait, on peut acheter, enfin, c'est exactement les mêmes produits qu'on peut acheter. Ah oui, une chose que j'ai pas dit, hein, c'est que c'est que de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on peut pas du tout acheter ni de produits d'hygiène, ni d'alcool, ni de voilà, c'est vraiment alimentation. Donc oui, non, en fait, il y a pas vraiment d'intérêt. Est-ce que quand du coup, si on est dans ce cas-là où on donne 100 € et qu'on reçoit 100 €, par contre, il y a peut-être quand même le fait de participer au comité citoyen, de participer activement au projet ou pas forcément? Ben non, parce que le comité citoyen, c'est les 47 membres, eux, ils bougent pas. Alors, pour l'instant, ils bougent pas. Après, il y a une volonté dans le futur de faire rentrer peut-être des nouvelles personnes au comité citoyen, mais pour l'instant, on s'est dit que c'était trop tôt pour faire ça. Il faut qu'on réfléchisse avec le comité citoyen comment ça va se passer, qui on va faire rentrer, comment, pourquoi, combien de personnes, etc. Donc oui, à la limite, c'est de pouvoir participer à l'expérimentation, mais c'est vrai que ça va pas avoir. Ou à moins, la seule chose, ça peut être si c'est quelqu'un, s'il y a quand même un intérêt qui peut exister, c'est si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à aller vers des achats en termes d'alimentation durable. Donc du coup là, ça va l'orienter forcément vers des lieux où il va acheter plutôt une alimentation durable, enfin complètement une alimentation durable. Donc à la limite, ça peut être ça, un changement de pratique en fait. Voilà. Super. On a Anne-Marie qui a levé la main, ensuite Judith puis Caroline. Ma question portait un peu sur le même enjeu, en fait, parce que là, vous avez fait un tirage au sort pour compléter le nombre de participants, puis là, finalement, c'est pas tout le monde qui a été tiré qui participe finalement. Est-ce que vous avez pu analyser que ce sont des personnes qui ont retrouvé finalement que normalement, ils devaient cotiser plus? Ou est-ce que vous avez regardé un peu qu'est-ce qui a motivé les gens qui ont été sélectionnés de ne finalement pas participer au projet? En fait, c'est pas tant qu'ils ont finalement pas participé au projet. C'est plutôt que vu qu'on a voulu faire un échantillon représentatif, en fait, on a eu trop de monde dans plutôt les classes sociales moins aisées. Et en fait, pour être tout à fait transparent, on manque de très riches, quoi, en gros. On manque du dernier quartile. Donc c'est aussi ce qu'on se dit, c'est que mine de rien. On touche quand même à un réseau de personnes. Enfin voilà, on n'a pas forcément dans nos réseaux, ou on ne sait pas forcément comment toucher des très très riches pour ce projet. Donc c'est plutôt pour ça. En fait, on manque de monde dans les quartiers les plus hauts. En fait. Petite question aussi pour le comité citoyen. Le 50% qui vivent en précarité, j'imagine que ça, c'est l'objectif que vous vous êtes fixé pour garder ce cap-là. Le 80% de femmes, est-ce que c'est la même chose ou ça a juste donné comme ça? Non, c'est parce qu'on parle d'alimentation et que je sais pas comment ça se passe ici, mais chez nous, c'est très clairement, c'est très souvent des femmes qui fréquentent les lieux de distribution, les femmes qui investissent. Enfin, voilà, ça va être. Est-ce que vous aviez est-ce que l'objectif c'était ça, minimum 50% par exemple, ou il n'y avait pas eu d'autres objectifs en termes de composition? Sur les compositions en termes de genre,
à ma connaissance, je crois pas qu'on avait fixé d'objectifs particuliers. Je crois pas. On a Judith. Oui, moi, j'ai juste une question de clarification sur comment se fait toute la mécanique en arrière, justement, comme y a-t-il des outils numériques qui ont été développés ou comment ça fonctionne par carte, comment est fait le suivi, en fait, de l'utilisation de cette monnaie-là. Ouais, je suis curieuse. Oui, c'est vrai que en fait, du coup, je vous ai montré. Ah non, on voit plus. Je vous ai montré l'interface à laquelle ont accès les personnes qui ont la Mona. Nous, en tant que lieu de distribution, on a aussi une interface qui est similaire, qui ressemble. Et donc, quand les gens vont venir acheter sur, par exemple, nos épiceries, ils vont en fait, on va les débiter. C'est-à-dire que moi, j'ai mon interface et je vais dire, ben, Madame Z, elle doit payer 60 euros 60 mona, pardon, de panier alimentaire. Et du coup, la personne doit faire un code, comme un peu un code de carte bleue. Et puis, elle est débitée sur son compte Mona. Est-ce que c'est clair? C'est que du format, du coup, comment on appelle ça? Ouais, numérique. Il n'y a pas de billets papier. Ça a aussi été un débat. Ben, par exemple, moi, j'étais plutôt enfin, j'avais envie qu'on ait des billets, de monnaie, pas que virtuelle pour les personnes, parce que par expérience, je sais que les personnes en situation de précarité, elles ont souvent plus de mal avec le numérique. Ça n'a pas loupé. Il y a des couacs, il y a des personnes qui ne se souviennent pas de leur mot de passe, qui ont du mal à le retrouver, parce que pour le retrouver, il faut retourner sur ses mails. Bon, voilà, c'est toujours compliqué. Mais le problème de la monnaie comment on dit, une monnaie en papier, quoi, je sais pas. Fiduciaire. D'accord. C'est qu'en fait, pour la tracer, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que, enfin, voilà, alors que là, en numérique, tout est tracé. En fait, il faut que ce soit une monnaie numérotée. Enfin, c'est beaucoup plus difficile. Si j'ai une question complémentaire, c'est comment est perçu ou comment réagissent ou les différents conventionnaires, vous les appelez, là, mais vos partenaires, en fait, chez qui les personnes peuvent aller s'approvisionner les produits. Est-ce que c'est facile de les faire adhérer à une nouvelle façon de payer ou c'est quoi la réaction que vous avez eue jusqu'à maintenant? En fait, on a plutôt eu des réactions positives. Ce qui a été un peu compliqué, c'est pareil, en lien avec le fait que ce soit du numérique, ça a été pas mal sur les marchés avec les producteurs et les productrices qui disaient, mais en fait, enfin, moi, j'ai pas forcément un smartphone, du coup, j'ai pas forcément l'application pour aller enregistrer le paiement. Mais en fait, nous, on fait aussi un travail de médiation où du coup on trouve des solutions avec si tel producteur il n'a pas le smartphone et du coup il va demander à la productrice d'à côté et ils vont s'arranger. Bon, on a trouvé des solutions. Après il y a eu aussi des gens qui ont pas souhaité faire partie du projet parce que ça leur semblait être compliqué, mais pas énormément à ma connaissance. Merci. De rien. Super. On va y aller avec Caroline, puis après Marie-Claude. Merci Laure pour ta présentation, c'était super intéressant. Je me demandais, tu as évoqué la possibilité que la cotisation soit prise sur les salaires comme d'autres cotisations sociales. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais si c'était ça, est-ce que c'est comme pour un développement de la caisse, peut-être une mise à l'échelle, puis que ça rejoigne plus de personnes sur des plus grands territoires? Alors en fait, ce que j'ai dit, c'est que pour l'instant, nous justement, en fait, il y a deux choses. Je ne sais pas à quel moment, peut-être ça n'a pas été clair. Les personnes, elles peuvent calculer leur montant de cotisation en fonction de leurs revenus. C'est peut-être ça que j'ai dit, mais ça va juste être pour le calcul. Et sinon, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, nous, justement, on ne se situe pas là-dessus. Mais ça, c'est plutôt le projet de la sécurité sociale de l'alimentation, que ce soit pris directement sur le salaire brut. Est-ce que c'est clair? Oui, là, c'est clair. Merci.
Puis on a Marie-Claude. Oui, ouais, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup de parallèles à faire avec les projets qu'on a ici aussi. Moi, je me demandais, est-ce que vu que c'est électronique, est-ce que vous mesuriez le taux d'utilisation de la monnaie? Puis est-ce que la cotisation, vous la considérez comme un obstacle ou comme un élément qui vient renforcer l'utilisation puisque les gens ont déjà payé un certain montant? Alors, pour la première question, oui, on va évaluer tout ça. Ça fait vraiment partie de justement de l'évaluation du volet économique. Donc ça, on va l'évaluer. Il y a justement des personnes qui ont été embauchées exprès pour travailler là-dessus. Et deuxième question, c'est si la cotisation est vue comme un obstacle pour des personnes. Projet puis la participation. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question parce que j'imagine que oui. Après, les personnes qui du coup ne sont pas entrées dans le projet, je les ai pas forcément rencontrées parce que comme ça c'est fait en ligne, les réponses au tirage au sort. Nous, on n'a pas été forcément en lien avec des gens qui nous ont dit non, je participe pas parce qu'il faut cotiser. Mais j'imagine que ça a pu être un obstacle pour certaines personnes. Et puis, ce qui a pu être un obstacle aussi, c'est que ça rajoute quand même une charge mentale de se dire chaque mois, il faut que je pense à cotiser pour avoir ma Mona. Voilà, j'imagine que ça, effectivement, ça a pu être. Mais encore une fois, en fait, ceux qui sont en dessous des 100 €, ils y trouvent quand même un intérêt parce qu'ils gagnent de l'argent. Enfin, ils ont du coup accès à une alimentation. Parce que voilà, il y a des gens qui peuvent cotiser à 1 € pour avoir 100 Mona. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Et après, ceux qui sont au-dessus, c'est des gens qui sont assez convaincus par les questions d'alimentation durable. Et donc, en fait, il y a une dimension politique qui va les motiver, je pense. Voilà. Mon autre question, c'est par rapport au recrutement puis à la représentativité. Est-ce que c'était représentatif aussi en termes de tranche d'âge? Puis ma question, c'est plutôt, est-ce que pour les personnes plus âgées, c'était plus difficile de participer ou vous avez vu là, vous savez pas encore c'est quoi le taux de participation, j'imagine, puis comme d'utilisation, mais est-ce que c'est comme plus difficile pour les personnes âgées ou jusqu'à maintenant, ça s'est passé bien aussi avec eux? Alors, déjà, oui, la représentativité, elle prend en compte âge et revenu. Donc, l'âge, il est vraiment pris en compte. Et non, mais plus difficile à quel niveau ce serait plus difficile? Au niveau de la technologie, c'est de comprendre une nouvelle façon de faire, d'avoir accès à tes courriels, de comprendre qu'il faut que tu prennes ton affaire. Alors, c'est possible que ça a été plus compliqué, mais on a vraiment des bureaux, ils sont accompagnés, c'est-à-dire que, en fait, soit pour les gens qui sont à l'aise, ils cotisent de chez eux, en ligne, soit il y a tous les jours une permanence d'ouverture d'un local où, du coup, il y a des gens qui les accueillent et ils peuvent aller faire leur cotisation là-bas, cotiser directement, par exemple, donner un chèque ou payer. Je sais que le chèque, c'est très français, je crois que ça n'existe pas trop dans les autres pays. Bon, ou donner de la monnaie. mais du coup, il y a vraiment. Et après, une fois qu'ils viennent aussi sur les lieux de distribution, nous, on les accompagne si c'est compliqué. Après, ça, c'était, par exemple, donc là, je me place avec ma casquette coordinatrice d'un lieu de distribution. Moi, c'était une de mes peurs parce que je me suis dit, en fait, nous, on a énormément de monde qui viennent sur les épiceries. Je peux pas gérer de l'accompagnement numérique en même temps que je fais la caisse et que machin. Donc, du coup, ça, c'était... Mais on s'est arrangé, on a des personnes qui sont venues. Et pareil pour la Biocoop, donc les lieux, les magasins, quoi. Il y a des personnes qui peuvent venir aussi, des personnes du projet, qui peuvent venir si jamais il y a un souci. Donc, voilà, on essaye de temporiser comme ça, mais... Il y a une grosse structure de soutien quand même. Je me demandais si ça a souvent été dit au début, là, j'ai juste pas capté, mais comme qui est-ce qui finance cette structure de soutien? Pas l'argent, mais comme vous, par exemple. Alors, en fait, donc on a eu des financements de la ville, de la métropole. On a aussi répondu à un appel à projet. Alors, je pense que ça va pas vous parler, mais c'est la Banque des territoires, on appelle ça en France. Donc voilà, on a eu ça comme subvention. Après, par exemple, moi, mon poste, en fait, il est pas financé. Enfin, en gros, moi, mon poste, moi, je suis coordinatrice d'un lieu de distribution. En réalité, je suis pas vraiment. Donc, j'ai mes subventions pour mon association qui finance mon poste.
je ne suis pas vraiment financée pour être animatrice du comité citoyen. Enfin voilà, il y a aussi une grosse partie de bénévolat. Il y a beaucoup de bénévoles qui se sont investis par militantisme ou d'autres raisons. En réalité, on n'est pas très nombreux. Puis après, il y a des membres du comité citoyen qui, eux aussi, s'investissent bénévolement parce que du coup, ils sont intéressés par le projet. Mais globalement, ça repose pas mal sur soit du bénévolat, j'ai envie de dire franc, des personnes qui vont vraiment être bénévoles, soit comme moi, des salariés, mais qui vont en fait accorder du temps de travail sur ce projet-là. Okay. Voilà. Ouais. Merci. L'année dernière, vous aviez rencontré Cher qui était venue. Bah voilà, Cher, elle est coordinatrice de ce projet avec Marco Le Curatoro. Eux, ils ont effectivement leur poste vraiment financé par les financements précis du projet de caisse alimentaire. Mais après, les autres, c'est vrai que c'est par d'autres biais, quoi. Comme on est salarié de différentes assos, en fait. On a Alexander qui a une question. Ensuite, on a Caroline, puis Laurence. Il faut que j'aille chercher ma charge. Je reviens, mais allez-y. Alexander. Oui, bonjour, merci pour la présentation. C'est comme beaucoup ont déjà dit, c'est vraiment un bon projet. Et ma question, c'est, bon, c'est une petite question à trois petits volets. Dans la présentation, j'ai vu qu'il y avait comme mobilisation et éducation. Et comme si on éduque les gens et que je pense qu'on peut leur demander comme, ou du moins on peut leur montrer comment la participation, elle est importante. Et comme pour ceux, si certains, ils ont, c'est ça vraiment la contrainte de participer. Et comme dans le projet, et dans pour augmenter soit 47 heures. Mais toutefois, s'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, mais qui n'arrivent pas à contribuer les 100 euros comme qui n'ont pas la capacité, premièrement, quel est le mécanisme qu'on met pour vraiment toucher ces personnes? Parce que je pense que nous sommes à un moment où les gens qui sont dans le besoin ont vraiment besoin. Et puis, deuxièmement, comme il y a une partie de cette question qui a été posée, et pour les personnes qui peuvent pas se déplacer et qui peut-être pour certains, certaines personnes, ils vivent seuls, comment on arrive à toucher ces gens et pour qu'ils reçoivent la nourriture ou leur panier. Merci. Alors déjà, attention, les personnes qui sont en situation de grande précarité, elles ne cotisent pas à 100 euros. Elles cotisent à 1 euro, 2 euros, 3 euros pour avoir l'équivalent de 100 euros en MONA. C'est clair ça? Et c'était bien... Je ne sais pas si... J'ai compris que dans la question, vous disiez que les personnes en grande précarité cotisaient à 100 euros. C'est pas le cas. Elles cotisent vraiment justement à, par exemple, 1 euro pour recevoir l'équivalent de 100 euros. La question de la participation, les personnes, en fait, les personnes qui participent, ce sont celles qui sont membres du comité citoyen. En revanche, les nouveaux expérimentateurs, expérimentatrices, eux, ils n'ont aucune obligation de participation. Donc voilà, on va mettre en place là à partir de septembre des temps, on va l'avoir là-dessus, des temps de rencontres autour d'ateliers cuisine. Et du coup, les expérimentateurs et expérimentatrices pourront venir participer à ces ateliers cuisine. Ça, c'est pour qu'on ait un lien avec eux. Mais sinon, ils n'ont aucune obligation de participation. Donc, ils doivent juste contribuer. Mais ça peut être encore une fois à hauteur de 1 euro, par exemple. Et ensuite, pour les questions... Est-ce que là, déjà, la réponse, c'est clair par rapport à votre question? Oui, jusqu'à présent. Ok, super.
Et ensuite, pour la deuxième partie de votre question, sur la question de la mobilité, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est pour ça aussi qu'on conventionne différents lieux, c'est qu'on essaye d'avoir un rayonnement géographique important sur la ville. Et justement, comme je disais tout à l'heure, de repérer les déserts alimentaires et d'aller vers ces lieux-là. Il y a aussi la volonté qu'on puisse conventionner, par exemple, une petite épicerie de quartier qui aujourd'hui serait pas dans des dynamiques particulièrement d'alimentation durable, mais de voir avec elle, à force de discussion, comment on peut aussi la faire changer de trajectoire presque, enfin, en tout cas d'approvisionnement et évoluer sur ces pratiques-là. Donc ça, c'est pour les questions de mobilité. Nous, par exemple, mon association, on est aujourd'hui sur 4 quartiers, nous on les appelle prioritaires politiques de la ville, 4 quartiers défavorisés de la ville. Justement, on vise déjà, nous, les quartiers où il y a un désert alimentaire. Et voilà. Donc du coup, pour les questions de mobilité, on agit comme ça. Fantastique. Merci. On a 2 dernières questions, peut-être. Caroline et Laurence. D'abord, merci. Moi aussi, j'ai trouvé ça super inspirant et impressionnant. J'ai 2 petites questions. En fait, la première, pourquoi 100 €? Comment vous avez déterminé ce montant-là, 50, pas 200? Puis la deuxième question, tu as mentionné que vous aviez eu une subvention de la Banque des territoires. Puis ça, c'est associé à quel ministère, quel département? Alors, le montant des 100 €, il me semble que dans mon souvenir, alors déjà, on s'était inspiré là aussi de la sécurité sociale de l'alimentation qui propose, elle, 150 € par personne. Encore une fois, pour accéder à une alimentation de qualité et de manière mensuelle. Et on a aussi étudié, mais ça c'est pareil, hein, c'est le comité citoyen qui l'a décidé, mais on a étudié le budget moyen, le budget alimentaire moyen d'un foyer, combien ça coûte de s'alimenter en alimentation durable. Voilà, on a fait un peu des recherches là-dessus et des calculs pour arriver à ce montant-là, qui potentiellement, ça c'est là où on est vraiment à une expérimentation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est 100 €. Sans Mona, mais c'est l'équivalent de 100 €. Si le comité citoyen et les expérimentateurs nous disent dans 6 mois, en fait, c'est pas du tout suffisant, ou à l'inverse, c'est trop, enfin voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir rebouger. La deuxième question, la Banque des territoires. Alors, toi, tu peux m'aider un peu ou pas là-dessus? Je suis désolée, mais Ouais, la banque, en fait, c'est parce que ça va pas être associé à un ministère en particulier, la Banque des territoires. En fait, alors franchement, je vais essayer de répondre, mais je suis pas sûre de donner une réponse très correcte parce que c'est pas pour le coup, c'est pas moi qui ai déposé ce dossier de subvention. Mais en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est comme un appel à projet où il y a plusieurs phases et en fait, ils financent des expérimentations au niveau territorial. Mais je crois que effectivement, ça comprend justement des banques. Je crois que c'est pour ça, hein, c'est la Caisse des dépôts, non? oui, c'est la Caisse des dépôts, ouais. Alors la Caisse des dépôts, mais alors la Caisse des dépôts, il faut expliquer ce que c'est parce que je pense que ça va pas forcément leur parler. On en a une Caisse des dépôts. Et c'est la même chose, ouais. Probablement que c'est similaire. Bon, ouais, je suis désolée. Et franchement, je vais pas pouvoir être très précise sur cette réponse parce que... En fait, c'est une banque privée qui va financer des collectivités, entreprises publiques locales, de l'habitat social, des professions juridiques, des entreprises et acteurs financiers. Mais c'est une banque, en fait. C'est pas de l'argent public. Non, c'est pas de l'argent public, ça c'est sûr. Et après, ce que je sais, c'est que c'est un financement en 2 phases, c'est-à-dire que ils finançaient d'abord les projets sur justement cette période d'expérimentation et je crois qu'ils l'appelaient mobilisation, expérimentation, quelque chose comme ça. Et ensuite, on doit donc rendre un espèce de compte rendu. Et ensuite, ils décident s'ils financent ou pas la suite et la mise en place du projet. Donc aujourd'hui, on est nous dans la première phase. On ne sait pas si on aura le financement pour la deuxième phase. On a Laurence. Oui, je me demandais dans les commerces conventionnés que vous avez, comment vous évaluez l'offre en produits ultra transformés qui est sans doute parfois présente, puis comment vous vous positionnez par rapport à ces produits-là qui sont offerts peut-être aussi dans des nouveaux commerces?
Alors, en fait, on va, pour l'instant, on va vraiment vers des commerces qui sont déjà dans une démarche durable, éthique, etc. Donc, il n'y aura pas forcément de produits ultra transformés, voire pas du tout, en fait, si j'essaye de réfléchir. À la Biocop, il doit y avoir des produits transformés, mais même à la Cagette, peut-être aussi. Mais en fait, de toute façon, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est toujours très compliqué ces questions-là parce qu'effectivement, à chaque fois, il faut doser durabilité, forte monnaie des gens. On parlait de mobilité tout à l'heure, donc accessibilité géographique. Enfin, voilà, il y a tout un tas de critères à prendre en compte. Donc, c'est pour ça que, comme je montrais tout à l'heure, je vais le remettre, c'est ça. Sur qualité environnementale et santé. Alors là, j'ai pas le. Parce que là, ce que c'est une fiche qui a déjà été remplie, comme je disais tout à l'heure. Mais normalement, il y a une grille. Mais à la limite, je pourrais vous l'envoyer si ça vous intéresse. Je demanderai à mes collègues. Moi, c'est pas moi qui m'occupe de la partie conventionnement, mais je pourrais demander à mes collègues de m'envoyer la grille et je pourrais vous la faire passer et voir. Il faudrait voir effectivement ce qu'il y a comme critères exacts dans qualité environnementale et santé. Et ensuite, il y avait une autre partie. Non, c'était juste ça. Merci. Ouais, ok. Fantastique. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir pris le temps de vacances, ton temps de vacances pour nous présenter ça. C'est super intéressant, vraiment. C'est vraiment inspirant. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire à Montréal avec ces belles idées-là. On va certainement rester peut-être en contact, mais oui, à travers Praktikosina, ça va faire plaisir. Puis là, je transférerai doucement la parole vers Florian, j'allais dire Florian, ça marche pas. Florian, qui va vous parler un petite présentation. Oui, c'est ça, très rapidement, juste pour lancer un peu. Je trouvais que c'était intéressant de transitionner vers Florian pour aller un peu plus dans le théorique de la participation citoyenne. Puis il a fait une analyse de la gouvernance et la participation citoyenne, qu'est-ce qui se passe au Québec et à Montréal. Donc, je trouvais que c'était super intéressant de faire un petit pont avant quelques échanges de réflexion par rapport à tout ce qui nous a été présenté. Alors j'arrive, je vous partage l'écran. Du coup, donc, bonjour à tous. Donc Florian Etienne, moi je travaille à la région Occitanie, donc au sein de la mission alimentation durable. Je suis apprenti à l'Institut Agro de Montpellier pour une formation d'ingénieur agronome. Et donc là, j'ai été envoyé en mission au Canada sur 6 semaines pour faire un diagnostic sur la citoyenneté alimentaire. Donc la citoyenneté alimentaire, c'est pas un terme qui est très connu au Québec, mais ça se rapproche de la démocratie alimentaire. Je vais vous en parler un petit peu après. Donc le but de ma mission, c'était de repérer des initiatives intéressantes de démocratie alimentaire, de participation citoyenne, et de voir si on pouvait les ramener en fait en France, en région Occitanie, donc soit pour inspirer nos acteurs locaux, pour que ça les inspire et leur donne des billes, ou soit nous, en tant que région, donc on est un financeur, on fait des politiques publiques, et donc peut-être que ça peut nourrir nos réflexions. Donc ma mission, c'était ça. Du coup, je suis allé interviewer un panel d'acteurs, et notamment sur Montréal, parce qu'il se passe plein de choses. Donc, j'ai rencontré plein de gens, et donc là, je vais essayer de faire le pont entre du coup, la caisse alimentaire commune et la participation citoyenne. Parce que du coup, la participation citoyenne, c'est un des piliers de la citoyenneté ou de la démocratie alimentaire. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu. Enfin, on se doute de ce que ça peut bien être, mais quand on creuse, en fait, on se rend compte que c'est pas si évident à mettre en place et que voilà, il y a des choses à creuser. Du coup, je vais commencer par vous parler de l'échelle d'Einstein. Donc, c'est une échelle de participation pour essayer de mesurer par rapport à un projet ou par rapport à une action à quel niveau on se situe sur cette échelle-là. Donc, plus on monte, en fait, donc, il y a 8 barreaux, et plus on monte vers le 8e barreau, et plus c'est un degré de participation qui est vraiment, qui est réel et qui est important. Donc, les 2 premiers barreaux, manipulation et thérapie, c'est considéré comme de la non-participation. Ce qu'ils appellent manipulation, c'est de l'information biaisée.
qui va donner l'illusion aux citoyens d'avoir de l'information alors qu'en fait elle est manipulée. Le niveau 2, qui est appelé thérapie, en fait, ça va être de donner de l'information sur des sujets qui sont annexes au sujet principal. Donc ça va parler de ça, ça va être de la vraie information, mais qui va pas aller au cœur de la vraie problématique. Donc là, pour l'instant, on n'est pas sur un super niveau de participation. Ensuite, on a du coup 3 marches, donc information, consultation et réassurance, qui s'appelle du coup la coopération symbolique. Du coup, là, c'est donc le barreau 3 information, c'est accès à une vraie information non biaisée, mais ça ne veut pas dire qu'on va. Enfin oui, du coup, c'est juste ça. Ensuite, on a le barreau 4, du coup, qui va être la consultation. Donc là, ça peut être des enquêtes, des sondages, des réunions publiques. Mais dans ce barreau-là, en fait, ça ne veut pas dire que du coup, on va prendre en compte l'avis des citoyens. En fait, on fait juste un sondage, mais ça ne veut pas dire que derrière, on est obligé de prendre en compte et de l'intégrer dans le projet. Et ensuite, ce qu'ils appellent la réassurance, en fait, ils appellent ça aussi de la conciliation. Et donc là, ça va être quelques habitants ou citoyens qui vont être pris en compte, qui vont être intégrés dans des organes de décision. Et ensuite, on a les barreaux 6, 7, 8. Donc là, c'est vraiment, on commence vraiment à être dans du partage de pouvoir décisionnel. Donc ça, c'est pas évident à mettre en place, mais l'idée, c'est que les citoyens, ils vont pouvoir nouer des partenariats, ils vont pouvoir négocier, engager des échanges avec les détenteurs traditionnels du pouvoir. Donc là, c'est juste pour vous donner un peu, voilà, des différents degrés de participation. Là, je vais pas détailler cette échelle-là, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs échelles qui existent. La plus connue, c'était celle d'avant, celle d'Einstein, mais du coup, il y a cette échelle de la participation publique créée par l'Institut du Nouveau Monde qui existe aussi. Et donc là, il y a du coup 5 degrés, information, consultation, discussion, délibération et collaboration. Voilà. Et donc là, ça c'est du coup donc un petit texte que j'ai lu hier à Erika, que je trouve assez intéressant, qui peut être vu comme une mise en garde par rapport à la participation citoyenne. Donc la première information, c'est que la seule participation citoyenne n'entraîne pas mécaniquement une meilleure représentativité des intérêts des populations vulnérables, pardon. Et donc en fait, il y a des conditions donc qui vont faire en sorte qu'il va y avoir plus ou moins d'impact. Donc ça peut être le cadre dans lequel s'insère cette participation, l'accessibilité à l'information, le choix des temps de rencontre, la façon dont la parole est répartie, et la manière dont les décisions vont être prises derrière, qui vont conditionner voilà, la prise en compte réelle des besoins qui sont exprimés par les citoyens. Donc voilà, ça je trouve ça vraiment intéressant parce que là tout de suite on se rend compte que du coup pour mettre en place de la participation citoyenne, il faut des compétences, il faut des ressources humaines et des ressources financières. Et que du coup c'est pas parce qu'on veut le faire ou qu'on l'inclut dans une politique publique que forcément derrière ça va donner lieu à une vraie participation citoyenne. Bon, vous m'interrompez si vous avez des questions ou si je parle trop vite. J'ai l'impression de parler vite. Du coup, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille au PIC. Donc, le PIC, c'est le projet Impact Collectif. Là, ils en sont dans la phase 2. Donc, globalement, l'opérateur de ce projet-là, c'est Centraide Grand Montréal. Du coup, qui ont mis en place une nouvelle approche de lutte contre la pauvreté et les exclusions sociales. C'est basé sur une réponse systémique pour résoudre des enjeux complexes que sont la pauvreté et les exclusions sociales. Donc, il y a un volet alimentaire dans ce projet. Attendez juste. Du coup, il y a une gouvernance collective avec de nombreux mécanismes de dialogue avec la communauté. Donc, ils appellent ça la communauté PIC. Donc, la gouvernance collective. Dans la gouvernance collective, il y a 4 types d'acteurs. Il y a les partenaires philanthropiques, donc c'est 9 fondations privées qui se sont réunies pour mettre en commun leur argent. Il y a des partenaires institutionnels, donc il y a la Ville de Montréal, des arrondissements, il y a la DRSP et il y a le SUS. Il y a des partenaires communautaires, donc là il va y avoir 3 tables de quartier et la CMTQ, la coalition montréalaise des tables de quartier. Et ensuite on a les partenaires externes que sont le milieu de la recherche et un bureau d'études qui s'appelle Dynamo. Donc ce qui est intéressant là-dedans, et c'est ça dont je veux parler, c'est vraiment de l'approche déjà qu'ils appellent bottom-up. Donc on part de la base,
L'engagement citoyen, il est vraiment au cœur de la démarche de l'ensemble des quartiers. Donc ce PIC-là, en fait, globalement, c'est un financement sur 5 ans. Et chaque année, les tables de quartier vont recevoir, je crois que c'est 100 000 $ pour vraiment créer une vision commune de leur quartier avec les citoyens. Et donc, la première phase, c'était seulement 17 quartiers qui ont été pris en compte. Maintenant, il y a les 32 quartiers qui sont pris en compte. Donc, il y a déjà cette approche-là qui est intéressante. Et ensuite, ils ont plusieurs comment dire, valeurs. Et une de leurs valeurs, la première, du coup, c'est l'engagement inclusif de la communauté. Donc, l'engagement inclusif de la communauté fait appel à l'inclusion d'une diversité d'acteurs locaux, en particulier les premiers concernés par l'exclusion sociale et la pauvreté, dans les différentes étapes des initiatives d'impact collectif. Donc là, c'est intéressant parce que c'est la première fois que je vois une posture de financeurs qui prennent en compte vraiment et qui intègrent les personnes vulnérables, les personnes concernées dans l'élaboration des projets. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans le guide qu'ils ont édité, c'est qu'ils expliquent pourquoi c'est intéressant d'avoir de la participation citoyenne, pourquoi c'est intéressant d'écouter les personnes vulnérables. Et donc là, j'ai fait une sélection des 4 arguments qui me paraissent les plus forts. Donc, on a déjà une compréhension plus complète des enjeux qui sont à travailler. Et notamment, ça c'est notamment dû au fait que de leur situation, donc elles sont les plus à même de donner un avis réaliste sur ce qui se passe vraiment au quotidien. Ensuite, il y a une reconnaissance et une diversité de savoirs et d'expériences qui sont liées justement au fait que ces personnes-là vont donner leurs avis. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, si on les implique dans ces programmes-là, elles vont pouvoir s'approprier le projet, l'initiative, et elles vont pouvoir le porter également. Donc ça, c'était par rapport au PIC. Et du coup, le deuxième angle que j'ai choisi de vous présenter, donc c'était par rapport c'était par rapport au plan de développement des communautés nourricières. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc ça, c'est le niveau du gouvernement provincial, donc qui a lancé cette politique. Donc là, c'est plus par l'angle des politiques publiques. Ça ressemble globalement, les PDCN, ça ressemble au travail que font les tables de quartier, mais c'est peut-être à un niveau un peu plus, à un échelon supérieur. Donc moi, j'ai été en contact avec Linda Junois qui travaille sur le PDCN d'Annecy Quartier-Ville. L'objectif d'un PDCN, du coup, c'est de développer le système alimentaire de son territoire. Donc il va s'adresser aux municipalités, aux regroupements de municipalités, aux arrondissements ou aux communautés autochtones. Et ce qui était intéressant dans ce PDN-là, c'est qu'il y avait une implication, enfin il y avait de nombreux degrés d'implication citoyenne. Donc par exemple, il y a eu, de base, du coup, il y a eu, si on repense à l'échelle d'Arstein, du coup, il y a en premier lieu de la diffusion de connaissances. Donc il y a eu un gros volet communication sur l'éducation, la sensibilisation à une saine alimentation. Donc ça a permis de développer la littératie alimentaire des habitants. Ensuite, il y a eu des consultations citoyennes qui ont été organisées. Donc, soit il y avait un sondage en ligne qui était ouvert à tous les habitants, et du coup, ils pouvaient exprimer leurs souhaits, leurs besoins, leurs difficultés. Et il y a eu aussi des rencontres citoyennes, il y en a 2 qui ont été organisées, une à l'est et une à l'ouest, pour un peu couvrir le territoire. Et dans ces rencontres citoyennes, il y avait des ateliers qui ont été faits, qui ont permis de recueillir, en fait, ça a permis à la fois du coup de jouer sur le volet diffusion de connaissances. Ils ont profité pour parler des systèmes alimentaires, et ils ont aussi dans le même temps récupéré des infos sur les habitudes alimentaires, en gros, ils leur ont demandé si vous voulez rêver votre quartier, si vous voulez rêver le système alimentaire de votre quartier demain, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce que c'est des épiceries? Est-ce que c'est des jardins partagés, etc. Et donc, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était pas juste du vent, c'était vraiment dans l'idée de prendre en compte les besoins des habitants et de l'intégrer derrière à l'élaboration du PDCN. Donc ça, c'est c'était le deuxième niveau d'implication citoyenne. Et il y a un troisième niveau qui est en cours de négociation et qui s'apparente vraiment aux 3 dernières marches là, de l'échelle d'Arstein qu'on a vu au début. Donc qui réfère au partage vraiment du pouvoir décisionnel. En gros, ils aimeraient bien
que le regroupement citoyen qui s'appelle Annecy Quartier-Ville en transition, qui a un pôle alimentaire, un chantier alimentaire, soit porteur ou coporteur du PDCN en fait. Donc là, on a vraiment un groupe de citoyens, un regroupement de citoyens qui va potentiellement, dans les années à venir, décider du coup d'un plan de développement sur le système alimentaire de son quartier. Et voilà, du coup, j'ai trouvé ça assez fort et c'est pour ça que je voulais vous partager ce PDCN. Et voilà, c'est tout pour moi.